pour réintroduire, mais cette fois-ci réellement avec nous cet événement, on a le plaisir d'accueillir Marie-Georges, qui est experte sustainability chez Accenture. Marie-Georges, merci pour une petite keynote qui va nous faire une petite intro à cette matinée. Marie-Georges, c'est à vous. Merci beaucoup Marie, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là avec vous ce matin. Alors effectivement, peut-être en ouverture, vous parlez de santé environnementale. Je ne vais évidemment pas traiter ni même effleurer l'ensemble des thématiques qui seront développées pendant la journée aujourd'hui, mais de parler de santé environnementale et de le faire sous l'angle des solutions pour donner peut-être à cette matinée qu'on va passer ensemble une tonalité, malgré les constats qu'on va faire, une tonalité peut-être résolument optimiste, en tout cas tournée vers l'action et vers l'action collective, puisque la grande force de ces rassemblements organisés par Romain et de Giverny, c'est de mettre dans la même salle des entreprises, des acteurs publics et les citoyens que nous sommes pour réfléchir à des solutions. Donc, je ne sais pas si parmi vous, alors on est le matin, on est un peu fatigué, mais je ne sais pas si parmi vous il y a des amateurs de séries télé, mais si c'est le cas, vous vous souvenez peut-être que dans la très bonne série The Crown, au 4e épisode de la première saison, on nous décrit un épisode très très intéressant qui est le Great Smog, qui s'est abattu sur Londres en 1952 et qui marque particulièrement la jeune Elisabeth. Donc un brouillard épais s'abat sur Londres qui est causé par le froid et en particulier par le froid qui accentue l'effet de l'accumulation de polluants atmosphériques qui sont principalement les feux de charbon qui étaient utilisés pour chauffer les maisons à l'époque. Donc le brouillard était si épais que les gens ne voyaient plus leurs pieds, qu'on ne pouvait plus se déplacer. Et lorsque le brouillard se dissipe 4 jours plus tard, on constate à Londres 4000 décès causés par cet épisode et évidemment de nombreuses maladies respiratoires qui en sont la conséquence. Et une étude médicale récente a même révélé que la prévalence de l'asthme infantile était 20 fois plus élevée chez les enfants qui avaient été exposés à cet épisode et aussi ceux dont la mère était enceinte à l'époque. Et ce qui est intéressant, c'est que ce Great Smog, ce Big Smoke, a donné lieu à l'une des toutes premières lois environnementales, puisque le Parlement britannique a passé en 1956 le Clean Air Act, donc la loi sur la qualité de l'air, qui limitait la combustion du charbon dans les zones urbaines et qui encourageait les foyers à consommer soit des charbons plus propres, soit de l'électricité, soit du gaz propre. Donc déjà une incitation à une consommation d'énergie propre liée à un phénomène de pollution. Ce qui est un peu plus inquiétant, c'est que le niveau de pollution de la ville de Londres à cette époque, en 1952, est assez semblable à ce qu'on peut connaître aujourd'hui un mauvais jour à Pékin ou à Bombay. Et évidemment, il en va de la pollution de l'air comme de la contamination de l'eau, par exemple par les métaux lourds, type plomb, mercure ou les pesticides, d'où les réglementations environnementales qui ont fleuri depuis lors et dont on parlera aussi aujourd'hui. À ces effets directs des activités humaines, donc qu'elles soient d'ailleurs industrielles ou agricoles, il faut ajouter les effets indirects, puisque le changement climatique, avec les vagues de chaleur qu'il entraîne, cause une augmentation significative de la mortalité, notamment chez les populations à risque, donc les personnes âgées, les enfants et les personnes souffrant de maladies chroniques. On a vraiment constaté une augmentation importante, une aggravation des maladies cardiovasculaires, infarctus, AVC, et l'accentuation de maladies respiratoires, surtout en milieu urbain, où évidemment la pollution s'intensifie avec la chaleur. La canicule de 2023 a causé 70 000 décès supplémentaires et les vagues de chaleur en Inde, au Pakistan, évidemment, où la température dépasse 50 degrés, sont mortelles. Selon une étude de 2024 du Forum économique mondial, le changement climatique pourrait causer 14,5 millions de décès supplémentaires d'ici à 2050, principalement dû aux vagues de chaleur, à la malnutrition et aux maladies infectieuses, avec un élément intéressant qui est que ce rapport prévoit aussi l'augmentation et la propagation des maladies qu'on appelle sensibles au climat, comme par exemple le paludisme et la dengue qui sont véhiculés par les moustiques qui sont eux-mêmes en recrudescence dans les zones exposées à de fortes augmentations de chaleur.
Les gouvernements et les décideurs politiques ont reconnu et reconnaissent ces menaces imminentes du climat pour la santé. Et à la COP28, il y a 2 ans, a été créée la toute première d'ailleurs, journée de la santé, qui a vu plus de 120 pays signer une déclaration sur le climat et sur la santé, et qui s'engage aujourd'hui à consacrer plus d'1 milliard de dollars pour lancer des projets, finançant des projets pour la santé liés aux impacts du changement climatique. Aujourd'hui, on parle de santé environnementale face donc à des questions de santé que l'on ne peut pas expliquer par l'analyse classique, qui est de dire à un type de polluant correspond un effet qui est une maladie donnée. Et on s'interroge du coup sur des conditions environnementales globales. On a par exemple des recrudescences d'asthme, de cancer pédiatrique, d'allergies, même de certaines maladies cardiovasculaires, je le disais, dont la prévalence ne s'explique pas par des facteurs habituel. Du coup, la question qui est posée, c'est la question de l'impact à long terme de toute faible dose de polluants. C'est la question des particules fines, c'est la question des perturbateurs endocriniens, des résidus divers et variés, des microplastiques, même des ondes électromagnétiques. Je rappelle qu'il y a eu un Grenelle en 2009 sur le sujet, qu'il y a eu un plan particules, des débats sur le bisphénol A, etc. Mais la difficulté, c'est que pour trouver le lien entre une longue exposition à ces faibles doses de polluants et une maladie, il faut pouvoir utiliser des cohortes, il faut pouvoir réaliser des cohortes et les étudier sur de longues années. Il faut être capable d'étudier l'impact de ces modifications pendant la grossesse, pendant l'enfance, pendant l'âge adulte. Il faut discriminer les différents facteurs, ce qui évidemment pose des problèmes de financement, parce que financer une cohorte de 10 ou 20 000 personnes sur 20 ans, c'est assez compliqué à financer pour nos ministères de l'économie. Et plus encore, je dirais peut-être, le temps long de cette étude et de ces essais n'est pas exactement compatible avec l'urgence et la dégradation de la situation que je décrivais. Donc il faut trouver des solutions. Et les solutions sont devant nous, puisque on a désormais des datas, des données qui sont disponibles, et leur capacité de traitement de ces données a considérablement évolué ces dernières années, notamment grâce à l'intelligence artificielle. On a par exemple désormais les moyens de mieux comprendre les situations et de produire ce qu'on appelle des données de synthèse à partir des données brutes. Je vous donnerai un seul exemple. La Mayo Clinic aux États-Unis, qui est un hôpital et aussi un grand centre de recherche universitaire, explore aujourd'hui l'utilisation des outils d'intelligence artificielle générative pour analyser et pour extraire les données des dossiers des patients. Environ, vous le savez bien pour ceux qui travaillent dans le secteur ce matin, 80% des données des patients sont des données qu'on appelle non structurées, c'est-à-dire c'est des documents écrits à la main qui ne sont pas toujours numérisés, c'est des comptes rendus vocaux. Et l'intelligence artificielle permet de traiter le langage naturel et elle peut convertir ces informations en données structurées, ce qui permet en fait aux médecins, aux cliniciens de rechercher plus facilement dans les données, d'examiner les informations qui sont résumées, et on peut ainsi traiter des millions de dossiers médicaux, d'études cliniques, de données environnementales, pour identifier quels sont les facteurs de risque, pour discriminer entre ces facteurs, pour détecter des modèles cachés qui vont par exemple relier l'exposition à certaines microparticules à la survenue de crises. L'intelligence artificielle permet également de plus grande efficacité, en tout cas du processus, en amont, dans la recherche elle-même. On parlait de recherche in vivo, puis de recherche in vitro. Aujourd'hui, on est capable de faire de la recherche in silico. Et on est capable notamment, par exemple, de simuler sur ordinateur l'effet de nouvelles molécules sur les bronches, de sélectionner les meilleurs patients pour des tests, de prédire des réponses au traitement, ce qui permet de réduire considérablement à la fois le coût et le temps de ces essais. Et on a aujourd'hui ce qu'il nous faut en termes d'équipement, j'ai envie de dire technologique, pour capter cette donnée et pour la rendre disponible au traitement. À l'échelle individuelle, on a par exemple des montres connectées qui nous disent combien de pas par jour on a fait et qui nous disent si on est en bonne santé ou pas, et qui permettent donc d'avoir des traitements individualisés, de la prévention et même de la prédiction, puisqu'on peut analyser les habitudes et l'exposition d'un patient pour anticiper une crise, par exemple.
Et ces types de capteurs existent aussi d'ailleurs à l'échelle territoriale, où aujourd'hui on est capable de capter les données météorologiques, industrielles, de circulation pour prévoir les pics de pollution et pour permettre à la population de se préparer. Et on peut ajouter, on pourrait parler infiniment de toutes les réponses technologiques qu'on a pour supprimer, réduire la pollution, la dépollution de l'eau, l'électrification du transport, le traitement des fumées industrielles, etc. Mais peut-être pour terminer, il est évidemment important de dire que l'objectif reste de faire nos meilleurs efforts pour réduire la pollution à la source et donc de ne pas renoncer aux objectifs de décarbonation sur lesquels nous nous sommes collectivement engagés, État et entreprises, et malgré le contexte et malgré ce qui se passe, de tenir bon sur ces objectifs de décarbonation et encore une fois de traiter le problème à la racine et pas a posteriori. Et dans ce contexte-là, je terminerai par un sujet qu'on va traiter cet après-midi, qui est celui de l'agriculture et du vivant. Puisqu'évidemment, on parle de décarbonation, il y a également un impact très important du vivant. Le vivant est un dépollueur en soi, puisque une agriculture écologique, c'est une agriculture qui permet de capter du carbone, qui permet de préserver la santé des sols, qui permet de régénérer la biodiversité, tout en nous nourrissant. Et comme le montrent des études récentes, notamment celle du Heat-Lancet, mais il y en a énormément, l'IDRI a travaillé sur la question aussi, l'alimentation est aujourd'hui le levier le plus puissant pour à la fois optimiser la santé humaine et la durabilité environnementale. Des sols vivants et en bonne santé garantissent à la fois la qualité de l'alimentation et donc de notre santé, et aussi un rempart contre les effets du dérèglement climatique. Et on sait aujourd'hui qu'il est possible de nourrir l'ensemble des habitants de notre planète, quelles que soient les évolutions démographiques, de manière qualitative, tout en réalisant cette transition de nos pratiques agronomiques, évidemment à condition d'accepter de modifier nos régimes alimentaires, et je vous renvoie à cette étude sur la manière dont les régimes alimentaires doivent évoluer à l'échelle planétaire, ce qui est évidemment un changement de comportement individuel, qui est la base de tout, et donc avec un peu de volonté individuelle et aussi de travail collectif au niveau des entreprises et au niveau des États, je pense qu'on peut y arriver. Merci beaucoup.